Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Il était recherché dans une affaire d'escroquerie. Bernard Godonou Kiki-Sagbe, arrêté par la police togolaise, a été remis aux autorités béninoises ce lundi à la frontière d'Ila-Kondji. De l'agriculture dans les environnements salins et marginaux, une formation est lancée à cet effet ici à Cotonou, une solution au défi de la sécurité alimentaire en Afrique. Les postes de contrôle douanier de Malanville inaugurés depuis avril 2014 ont été mis en service par les autorités béninoises et nigériennes. Images et sons dans ce 20h. Transfert bas ce lundi du recherché Godonou Bernard Kiki-Sagbe alias KGB à Ila-Kondji. L'homme est recherché par la police béninoise depuis un moment. Arifa Chena et Évariste Zomaou pour le point de cette arrestation fortement militarisée. Regardez. KGB ou Kiki-Sagbe Godonou Bernard, l'homme d'affaires béninois en cavale depuis un moment, a été arrêté et remis aux autorités policières béninoises en bonne santé. L'homme, avoisinant les 2 mètres, est apparemment serein et ne souffre d'aucun problème physique. Il a été arrêté par l'Interpol du Togo suite à un mandat d'arrêt international émis par le Bénin. Les faits qui lui sont reprochés restent à être précisés par la justice béninoise. C'est à la frontière bénino-togolaise que le transfèrement a eu lieu sous autoprotection policière, tant à Ila-Kondji au Bénin qu'à Sanvi-Kondji au Togo. La délégation togolaise, conduite par le commissaire principal de police à Kakpo de l'Interpol au Togo, a remis le sieur Kiki-Sagbe entre les mains du directeur adjoint de la police judiciaire béninoise, François Fontet-Clonon. Les dispositions prises de part et d'autre des frontières pour la réussite du transfèrement montrent bien l'importance de l'homme arrêté. Il a fui le Bénin il y a quelques semaines au moment de la traque lancée contre les cybercriminels. L'homme, sans être identifié comme tel, reste pour le moment l'une des plus grosses prises de cette année au Bénin par la police républicaine. L'opération est conduite au Bénin par le directeur départemental de la police républicaine du Mono, Jacques Tonoucoin. Direction la Cour d'appel de Cotonou, la session supplémentaire de la Cour d'assises qui a démarré hier s'est poursuivie aujourd'hui pour la 2e journée. 25 dossiers sont inscrits au rôle provisoire au banc des accusés. Un jeune homme qui aurait tué son père. Le récit de l'audience avec Précieuse Akoyonou et Monique Toron. Le mardi 23 avril 2013, un père de famille travaillait dans un champ à Massafé, commune de Kétou, lorsqu'il a été rejoint par son fils Arimi. Au cours d'une dispute entre les deux sur les lieux, le fils assène un coup de machette à la nuque de son père. Ce dernier tombe et succombe. Le fils, pour faire disparaître les traces de son forfait, avait commencé par enfuir le corps de son père lorsqu'il a été surpris par certains passants. Interpellé et inculpé de parricide, l'accusé a reconnu les faits, tant à l'enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation antérieure. Toutefois, l'enquête de moralité ne lui est pas favorable. Le ministère public demande la condamnation à perpétuité. L'accusé reprochait à son père de ne pas lui avoir laissé une parcelle qu'on lui avait concédée. Il avait travaillé sur cette parcelle, il a semé, il escomptait avoir des récoltes qui lui permettront de survivre. Et subitement, le père lui dit, eh bien, cette parcelle-là, je l'ai vendue. Je l'ai vendue comme ça, sans le prévenir à l'avance. Il dit, mais papa, tu aurais pu me dire que tu l'as vendue et j'aurais négocié avec l'acquéreur pour qu'il me laisse le temps de récolter ce que j'ai semé. Mais là, j'ai vu qu'ils ont détruit tout mon travail. Voilà, c'est ce qui a provoqué l'altercation entre le père et l'enfant. Le ministère public a voulu aller très loin parce que quand on entend parricide, ça choque, ça heurte.
Le ministère public représentant la société ne supporte pas ce genre de crime. Un enfant ne doit pas donner la mort à son père ou à sa mère. Le ministère public était dans son rôle. L'avocate plaide pour le compte de son client. Il aura été finalement condamné à 20 ans de travaux forcés, dans lesquels il a déjà épuisé 5 ans. J'ai demandé si la Cour ne voulait pas retenir son état mental, qu'on puisse en tenir compte quand même pour lui accorder des excuses atténuantes. Apparemment, la Cour n'est pas allée dans ce sens et l'a condamné à 20 ans de travaux forcés. Déçu, oui. Déçu, oui, parce que ce monsieur va retourner en prison. Ce n'est pas un cadre qui va certainement améliorer son état de santé, parce qu'il a des problèmes de comportement. Ça n'améliorera rien. Il a un enfant qui l'attend, 10 ans, 15 ans encore en prison. C'est difficile à supporter. Ces cas de parricide sont rares, mais devant les faits, rien n'excuse de tels comportements, à en croire la défense. La cour est présidée par Christophe Atimankan, assisté de Malik Kossou et de Georges Baguidi. Christophe Chéou est le greffier de l'audience. Le ministère public est représenté par Marie-Josée Pativo. Autre actualité ce soir, la conférence africaine d'économétrie s'est achevée ce week-end à Cotonou. Au cours de la conférence, il a été question d'économie quantitative, d'économie analytique et leurs applications. Les participants ont aussi discuté de son importance pour l'avenir de l'Afrique. À la fin de la conférence, les acteurs ont livré leurs impressions à la presse. Ghislain Pogué et Edmond Hungo nous en parlent. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un engouement extraordinaire pour l'économétrie, donc parmi les jeunes et parmi les chercheurs africains. Nous avons des participants venant du monde entier et d'une vingtaine de pays africains. Nous avons le Nigeria, la Zambie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, l'Algérie, la Tunisie. Nous avons des pays également latino-américains, le Mexique, la Colombie, le Brésil. Nous avons Angleterre, Finlande, Hollande. On a besoin de plus de rigueur et plus de clarté dans les décisions. Et c'est important que la jeune génération puisse s'approprier les nouveaux outils, que les gens qui ont un certain goût pour les maths, ou même ceux qui n'ont même pas un goût, qui n'ont pas des talents avancés en maths, qui puissent s'orienter vers l'économie quantitative, l'économie analytique. Et le souhait également, c'est que ceux-là puissent être employés par les gouvernements, par les entreprises privées et publiques, et aussi même par les organisations non gouvernementales, et également par les organisations internationales. C'était une conférence de grande qualité avec des grands invités, une conférence qui rapporterait beaucoup aux étudiants ou bien aux jeunes chercheurs comme nous, Africains. Une conférence qui, pour nous, est très importante vu que ça porte sur des sujets qui nous concernent, des travaux menés sur l'Afrique pour les Africains. Donc, je considère cette conférence comme étant une conférence assez fructueuse pour mes recherches, pour les recherches sur l'Afrique et pour le futur de l'Afrique. On parle sécurité alimentaire, une formation sur l'agriculture dans les environnements salins et marginaux est lancée ce lundi à Cotonou. Les participants sont venus de plusieurs pays d'Afrique. Ils seront formés par des experts du Centre international pour l'agriculture bisaline afin de trouver des solutions aux défis de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et des ressources en eau dans leurs pays respectifs. Ghislain Pogué et Edmond Hungo. Tous les sols ne sont pas cultivables. Comment assurer alors la sécurité alimentaire dans les zones arides ou salées? Cette formation est destinée à aider les pays concernés à faire face à ce défi. Le Centre international pour l'agriculture biosaline veut partager les fruits de ses recherches et expériences en matière d'agriculture des environnements marginaux. C'est un petit projet, mais l'idée ici, c'est d'avoir un partage des connaissances, un échange des expériences et des expertises qui peut même mener à développer des grands projets qui vont être financés par des organisations internationales. À l'instar du Bénin,
Les pays participants comme le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire sont déjà confrontés aux défis liés à la qualité de leur sol et à l'insécurité alimentaire. C'est d'ailleurs la raison de leur présence à Cotonou, aux côtés de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burundi, du Congo, du Cameroun, du Tchad et de la Guinée-Bissau. Ce cours de formation pour nous tombe à pic parce que nous traversons tous une période où les questions de dégradation des terres n'est plus une question à discuter. Il est question de rechercher constamment les voies et moyens pour récupérer le maximum de nos terres, gérer la fertilité dans un contexte intégré. Cette formation court jusqu'au 27 juillet 2018. Et 14 nouveaux paramédicaux, 7 femmes et 7 hommes, sont formés à la pratique de la transfusion sanguine. Ces paramédicaux viennent de tous les départements du Bénin. Il s'agit de la 2e promotion du Centre national de transfusion sanguine. Précieux Akoyonou et Daniel Ada. C'est vous qui avez les clés du camion et ça va dépendre effectivement de la manière dont vous ferez fructifier tout ce qui vous a été apporté. Après 8 mois de formation assidue, ils reçoivent leur parchemin. Ces paramédicaux sont désormais aptes à manipuler en toute sécurité le plateau technique sanguin. La transfusion est une discipline médicale, mais nous avons constaté sur de longues années que cette pratique est de plus en plus déléguée aux paramédicaux qui n'ont pas en réalité reçu une formation spécifique pour cet acte-là. Il fallait trouver une solution pour former de façon solide ces paramédicaux, les paramédicaux à qui nous déléguons souvent cet acte-là. Ces formations sont rendues possibles grâce à l'appui technique de l'Établissement français du sang dans la conception des modules de formation et à l'appui financier de l'Agence française de développement à travers le projet d'appui à la santé maternelle et infantile. Cet appui de la France s'inscrit dans un soutien plus global au développement et à l'amélioration de la transfusion sanguine au Bénin, à travers non seulement l'appui à des formations, mais aussi le renforcement du plateau technique des centres départementaux de transfusion sanguine et la mobilisation et la meilleure sélection des donneurs à travers des messages qui sont diffusés sur 12 radios communautaires, les cellules universitaires et l'édition du mémo sur la transfusion sanguine. Au total, cette contribution de l'Agence française de développement à la NTS est estimée à près de 400 millions de francs CFA sur la période 2015-2018. La transfusion sanguine sauve des vies. Sa maîtrise parfaite devient donc indispensable au bon fonctionnement du système sanitaire. En renforçant les soins obstétricaux et néonataux d'urgence et également la césarienne, il ne restait que le clou. Et ce clou est constitué par la transfusion sanguine parce qu'on aura beau tout faire par rapport aux urgences obstétricales, sans le sang de qualité, tous les efforts seraient vains. Au nom du gouvernement du Bénin et de son chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, j'adresse mes remerciements aux différents acteurs dont les contributions ont permis au ministère de la Santé de mettre en place le centre de formation professionnelle en transfusion sanguine dont la sortie de la 2e promotion nous réunit ce jour. Le système de santé béninois gagne ainsi un pari, car depuis 1962, où la transfusion sanguine est apparue au Bénin, la plupart des agents qualifiés ou spécialisés sont formés jusque-là à l'étranger. Handicap International et ses partenaires ont réalisé une étude sur la qualité de la prise en charge post-accident sur les voies publiques. Les réalités issues de l'étude ont été présentées le jeudi 12 juillet aux acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité routière au Bénin. Enoch Okwati et Mathieu Soken. Tous les usagers de la route, à un moment ou un autre de la vie, sont victimes des accidents de la voie. Comment faire pour améliorer leur prise en charge dans les hôpitaux une fois après ce drame? La question est au centre de cet atelier de restitution des travaux de recherche conduits par l'IRSP, Institut régional de santé publique. Vous aurez à vous prononcer sur les résultats que nous avons obtenus, aider à améliorer ce rapport pour qu'on puisse mieux s'occuper de ces handicaps
post-traumatique. Ce projet est initié par Handicap International en partenariat avec l'IRSP et l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de la Belgique. Il est mis en œuvre dans 2 départements du Bénin, le littoral et l'Atlantique. Les interventions de Handicap International en matière de sécurité routière visent à renforcer les législations, les politiques et autres normes nationales, à assurer des changements de comportement relatifs aux principaux facteurs de risque, non-port de casque, la ceinture de sécurité, conduite en état d'ivresse ou excès de vitesse, et à améliorer aussi l'intervention post-accident. Handicap International est une organisation de solidarité internationale. Elle intervient dans le secteur de la sécurité routière au Bénin depuis environ 10 ans. Les recommandations vont dans le sens de la prévention du handicap et de l'amélioration du soutien en cas de handicap, notamment les premiers secours, les interventions sur le lieu de l'accident soient mises en œuvre de la manière la plus adéquate. Et pour ce faire, il faut que les populations sachent, 1, qu'elles existent, 2, comment avoir accès aux sapeurs-pompiers, comment avoir accès au SAMU, comment avoir accès à la police, et que les populations sachent aussi qu'en situation d'accident, il ne faut pas manipuler l'accidenté. Ce projet de prise en charge des victimes des accidents de circulation est financé par la Direction générale de la coopération au développement pour la période 2018-2021. Et cette bonne nouvelle opérationnalisation des postes de contrôle juxtaposés de Malanville, inaugurée en avril 2014, les républiques voisines du Niger et du Bénin ont officiellement procédé à la mise en service de cette infrastructure mixte de contrôle douanier. C'était en présence de plusieurs délégations sous-régionales, dont celle de l'UEMOA. Le reportage de Julika Elayena et Aziz Alaoui. Située à la sortie nord de Malanville, sur un espace de 90 000 m², à proximité de la frontière entre le Bénin et le Niger, la plateforme de contrôle juxtaposé s'inscrit dans la dynamique de la libre circulation des personnes et des biens. Depuis l'inauguration de cette plateforme, c'est avec impatience que l'ensemble des acteurs du transport et usagers de la route attendaient sa mise en service qui, à coup sûr, viendrait insuffler un nouveau dynamisme dans leurs activités économiques. Au niveau national, le gouvernement a affiché avec fermeté sa volonté d'instaurer un environnement favorable aux échanges intracommunautaires en prenant des mesures pour la suppression des tracasseries routières. D'un coût global de plus de 10 milliards de francs CFA, financés par l'Union européenne, les postes de contrôle juxtaposés sont dotés d'infrastructures modernes dans les différentes entités des échanges interfrontaliers. En effet, le corridor Cotonou-Niamey joue un rôle d'épine dorsale du commerce extérieur du Niger. Il est l'un des plus performants de la sous-région, performance qui sera davantage rehaussée par l'opérationnalisation de ces postes de contrôle juxtaposés au grand bonheur des usagers. Les enjeux sont énormes, mesdames et messieurs, car de par ces effets, c'est le dynamisme de l'économie et des États directement concernés qui sera impacté par cette plateforme, car elle contribuera significativement à améliorer la libre circulation des biens et des personnes. Fluidifier et sécuriser le trafic routier tout en assurant un contrôle rapide, les PCJ visent également à lutter contre la fraude et les frais illicites avec une incidence réelle sur le coût du transport. Si notre tracasserie est regroupée à une seule partie, je pense que ce poste va accélérer les activités de transport et du commerce. Le but de nos gouvernants, c'est de faciliter le brassage des différentes communautés. Je continue de croire que les uns et les autres s'inscriveront dans la même dynamique que les dirigeants. L'exploitation et la gestion des PCG est assurée par une équipe transitoire composée de représentants de chaque État et de la commission de l'UEMOA.
Un mot de culture pour finir un mois de tournée dans 15 ans. C'est la tournée faite par le tout-puissant orchestre Polyrythmo. Une tournée qui n'a pas occulté le programme national où 2 dates sont retenues. Le 31 juillet pour une manifestation à guichet fermé pour les personnalités et personnes du 3e âge. Le 1er août pour une soirée grand public au stade de l'Amitié à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti. La presse était à l'accueil. Patrick Diosso et Daniel Ada y étaient aussi regardés. Maïto Memboa, le temps de revenir de voyage, tout s'est déjà passé. Chante de ce côté-ci le tout-puissant orchestre Polyrythmo, qui revient par là d'un périple européen de 16 villes parcourues en 33 jours pour son cinquantenaire. En même temps que le Bénin partage avec le tout-puissant Polyrythmo ce cinquantenaire, il y a des villes européennes qui ont choisi de nous inviter pour partager avec eux ce cinquantenaire. Ils étaient curieux de voir un orchestre qui a survécu au temps. Mais c'était déjà des gens qui nous connaissaient, mais qui ne savaient pas que nous pouvions fêter les 50 ans. Je remercie sincèrement le ministre de la Culture, son Excellence M. Oswald Omeki, d'avoir pris à bras le corps ce cinquantenaire comme son cinquantenaire. Nous avons effectué ce voyage, ce n'était pas de tout repos, mais ça s'est très bien passé et nous venons de rentrer. Dès ce retour, suivront les préparatifs relatifs à la fête de l'indépendance où Polyrythmo sera en méga concert le 1er août au stade de l'Amitié. Mais avant, à la veille, le 31 juillet, un concert VIP aura lieu. Pour les personnes d'un certain âge, pour les autorités, pour les personnalités de ce pays qui ne peuvent pas naturellement venir voir un concert du Polyrythmo au stade de l'Amitié sur l'esplanade extérieure. Nous profitons de votre caméra pour inviter le chef de l'État et son gouvernement. Une invitation qui va certainement atteindre les hautes sommités dans leur tranquillité à domicile. Merci à vous, Patrick Diosso, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.